Bonjour, aujourd'hui tu vas tout savoir sur la rentrée littéraire. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on parle de conseils d'écriture et de plein de trucs trop cool. Bon, ça y est, c'est fini, les vacances, fini de bronzer, fini de se dorer la pilule sur les plages, même si cette année c'était un peu chelou avec les masques et le bronzage du coup très particulier. On y est, c'est la rentrée. Bon, je te parle pas de la rentrée des classes, ça c'est autre chose, stabilo, équerre, tout le tralala. Non, je te parle de la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, c'est un truc dont on parlait tout le temps en France, c'est-à-dire que de août, fin août, mi-août, jusqu'à octobre, tu vas manger dans les émissions culturelles, à la télé, au JT, à la radio, partout, sur Instagram, sur toutes les plateformes, tous les médias que tu veux, tu vas bouffer de la rentrée littéraire, que tu le veuilles ou non. C'est une machine économique et culturelle typiquement française qui propose, alors certains diront dicte, les succès littéraires pour les mois à venir. En gros, pour que tu saches un peu plus, la rentrée littéraire, c'est à peu près 500 bouquins proposés. À peu près la moitié sont des romans français et une centaine sont des premiers romans. C'est classe. Et la sortie de ces bouquins ont pour la plupart lieu entre août et septembre, globalement, grosso modo, tu vas voir pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rentrée littéraire, c'est une institution, c'est devenu une institution du monde littéraire professionnel ou amateur. On entend parler des lauréats, des nouveaux romans et de tout le reste, tout ce qu'il y a autour. En revanche, ce dont on entend rarement parler, c'est l'origine de ce phénomène. Ce que je peux te dire pour commencer, c'est que c'est un phénomène typiquement français. Cocorico. Et donc ce que je te propose, c'est de te faire une présentation de l'origine de ce phénomène que le monde entier nous envie. Non, je déconne, j'en sais rien. Ce qu'il faut bien comprendre au départ, c'est que c'est pas un événement officiel. Il n'y a aucune entreprise, fondation, établissement estampillé la rentrée littéraire. Ça n'existe pas. C'est pas ça dont il s'agit. En gros, c'est l'équivalent moins sexy de la rentrée des classes. Mais c'est l'héritage de pratiques culturelles et intellectuelles qu'on a hérité en fait du début du XXe siècle en France. Parce qu'en fait, il y a l'apparition au début du XXe siècle de plein de prix littéraires. Sachant que le plus ancien prix littéraire en France, il date du XVIe siècle, mais en tout cas au début du XXe siècle, les mecs, ils n'ont pas chômé. Il y en a eu beaucoup en pas longtemps. Et du coup, vu qu'il y a plein de prix, les maisons d'édition tentent de proposer leurs romans pour que leurs écrivains soient lauréats. Du coup, c'est double avantage. C'est visibilité pour l'auteur et reconnaissance pour la maison d'édition. Ou l'inverse. Ou les deux pour tout le monde. En tout cas, s'y retrouve. Mais du coup, comment ça se fait qu'au début du XXe siècle, il y a autant de prix littéraires qui poussent comme ça, comme des petits morpions? Pour comprendre tout ça, celui qui a lancé la machine, c'est l'un des plus anciens, mais aussi l'un des, si ce n'est pas le plus prestigieux, le plus connu, c'est le prix Goncourt. Alors c'est quoi ce machin? Alors c'est un prix littéraire qui a été créé en 1902 par Edmond de Goncourt. C'est lui. Belle moustache. Je l'aime même, non? À peu de choses près. En tout cas, elle a les mêmes cheveux. Ça a été créé en 1902 et la première édition, c'est 1903. Donc ça fait un petit moment. La remise de prix a lieu en novembre, après 3 phases de qualification, une en septembre, une en octobre et la dernière en novembre. Et le cas particulier, c'est que ne sont récompensés que des romans qui ont été publiés dans l'année en cours. C'est-à-dire que si tu as écrit un roman en 82, c'est mort. C'est trop tard. Et vu que c'est en novembre, ça explique du coup l'accélération des rythmes de publication par les maisons d'édition, fin d'été, peut-être courant d'été, pour qu'il soit bien chaud, bien mûr pour septembre. Et en fait, les frères Goncourt ont créé ce concours pour casser avec la monotonie du paysage du livre en France au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Parce qu'en fait, en replaçant le contexte, le XIXe siècle, c'est une période de bouleversement autant culturel qu'intellectuel, que scientifique, que religieux, que plein de trucs. En gros, c'est le bordel, c'est l'émulation, il y a tellement de trucs que... Il y a même la SNCF qui a été créée au XIXe siècle, pour te dire qu'il y a plein de trucs qui se passent. Et en fait, vu qu'on est dans un bouleversement complet des mœurs, des pratiques, du quotidien, mais aussi des hautes sphères, disons, bah en fait, c'est des types d'ouvrages qui sont plébiscités par l'Académie française qui, à ce moment-là, ça l'est encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était encore pire, était la sommité de la reconnaissance des productions littéraires. C'est-à-dire qu'il valorisait énormément les productions du courant dit naturaliste, à savoir des zoologues, des botanistes, des minéralogues, des médecins, des chirurgiens, des pratiques en fait intellectuelles qui peuvent être romancées parce qu'il y a un bout du courant naturaliste qui du coup intègre en fait ces pratiques scientifiques et ces phénomènes scientifiques et ces connaissances dans les romans. D'ailleurs les frères Goncourt en font partie, d'ailleurs ils ont fait partie de ce courant-là.
même si leur bouquin a été refusé par l'Académie plusieurs fois. Mais en tout cas, ce courant naturaliste, c'est le courant littéraire qui était le plus valorisé. Et l'Académie française ne mettait pas en avant des romans à ce moment-là. Il y avait une intelligentsia qui, donc les Balzac, les Tralala, qui eux, en fait, avaient leur circuit de diffusion, mais l'Académie française, en gros, c'est pas qu'elle les snobait, c'était que du coup, en fait, c'est pas ça que les gens veulent lire, c'est pas ça qu'on veut lire, en tout cas nous, académiciens. C'est un genre de snobisme. Est-ce que c'est un genre de snobisme? Je sais pas. J'ai pas les cheveux gris, je n'ai pas la sagesse pour en parler. Et du coup, vu les bouquins dont je te parle, tu peux te dire, du coup, tu peux te douter que c'était la grosse ambiance dans les librairies. En gros, bon, c'était pas les bouquins les plus fun du monde, mais ça intéressait une grande partie de la population, surtout les nantis et les intellectuels, qui du coup allaient dans les salons, les expositions, les salles de présentation soit de créatures exotiques. C'est là que les os se popularisent avec des bestioles qu'on ramène d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, etc. Et on présente d'autres ethnies qu'on ramène d'autres pays, donc beaucoup d'Afrique, un peu d'Asie, un peu d'Amérique du Sud, mais principalement d'Afrique, des colonies françaises, donc, pour les exposer dans des salons d'exposition des os humains, ce qu'on appelle. Il y en a eu beaucoup, ça a fait un carton, et c'est là que le Muséum national d'histoire naturelle commence à cartonner. Petit aparté, c'est mon musée préféré. Quand tu vois ça, tu rentres dans la salle, tu vois ça, un mec écorché vif qui te met dans l'ambiance, avec au fond les fœtus dans des bocaux de formol. Vraiment, moi, c'est mon ambiance. Enfin bref, les frangins, ils se font chier. Sans parler du fait que plus jeunes, ils ont galéré à faire publier leurs romans. Ils sont aussi en embrouille à peine cachée avec Balzac, Mallarmé et d'autres de leurs copains. Alors en fait, ils décident de créer leur propre prix littéraire, qui serait pour eux comme un pied de nez à l'Académie française, et dans lequel ils vont présenter exclusivement des romans. Ce qui n'était pas le cas du coup de l'Académie, qui n'en présentait quasiment aucun. Et en fait, selon eux, l'idée, c'est de professionnaliser le métier d'écrivain. C'est un travail qui dure depuis longtemps, du coup, parce que c'est pas encore fini cette histoire. En tout cas, c'est de le professionnaliser parce que juste là, il était pratiqué exclusivement, quasiment exclusivement, par des jeux-bourgs qui ont des fonds, des rentes qui leur permettent du coup de ne pas devoir exercer d'activité au quotidien et qui leur donnent en fait le luxe d'écrire. Ou alors des professionnels de médecine, de chirurgie, tous les domaines dont je t'ai parlé, qui en parallèle en fait font des productions du coup qu'ils adaptent en production écrite et ça devient du coup leur livre. Alors, en fait, petite anecdote sur le concours et le prix du concours Goncourt, c'est que à la base, il devait y avoir une dot annuelle à vie pour les lauréats, donc de 5 000 francs à l'époque, et a priori c'était une somme, j'ai pas fait le calcul en tenant compte de l'inflation, mais en tout cas c'est une somme qui permettait de se mettre bien pour une année. Et du coup, tu es lauréat, donc tu touches des thunes annuellement, pendant longtemps, toute ta vie en fait, et du coup ça te permettait de ne plus travailler, de te concentrer sur ton écriture. Parce que les frères Goncourt, à leur mort, c'est un testament qu'ils ont écrit avant de mourir, c'était de léguer leurs possessions, leurs biens, etc., pour créer la fondation Goncourt, et qui du coup, elle remettrait les prix. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on ne pouvait pas le faire à ce moment-là, au 1902, on ne pouvait pas le faire comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'acheter des genres d'actions d'État. Et au début du XXe siècle, les économies ne tenaient pas compte de l'inflation. C'est un phénomène qui n'existait pas encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté leurs actions d'État dont le montant n'a pas bougé, sans tenir compte de l'inflation. Ce qui veut dire qu'en fait, ça n'a pas bougé. Après la Seconde Guerre mondiale, tout le bordel, les révolutions économiques, l'évolution du marché, la mondialisation, le capitalisme qui prend le poids de la bête, tout ça là. Je te la fais courte, on arrive en 2020, donc 100 ans plus tard. La récompense de prix Goncourt, les lauréats reçoivent bien un chèque, il est de un peu moins de 10 balles. Donc tu reçois bien un chèque de 10 €. Donc c'est pas ouf, tu vis pas trop avec 10 balles. Enfin si, tu peux te faire même pas un resto en fait, tu peux rien te faire. Mais bon, du coup tu reçois 10 000 balles. En revanche, ce que ça garantit, c'est un nombre important d'exemplaires. En moyenne, c'est entre 300 et 400 000 exemplaires imprimés et vendus. Ce qui n'est pas dégueu, parce que du coup ça compense largement le montant du prix, c'est compensé par le nombre de ventes. Et en fait, ce prix avait un rayonnement international, il a contribué à faire connaître et à légitimer le roman aux yeux du grand public. Parce que le roman devient accessible et il est connu hors des classes de l'intelligentsia et des jeux-bourgs. Du coup, ça commence à toucher des classes plus populaires. Donc c'est un carton plein et une initiative qui est appréciée dès la première année. Sauf que du coup, rançon du succès, il y a 22 femmes. C'est un magazine féminin lancé par Hachette en 1902, donc l'année d'avant le prix. Elle décide de lancer en 1904, donc au bout d'un an, le prix féminin.
En fait, elle juge que le prix Goncourt est un prix misogyne qui ne récompensait que des hommes et qui ne vont récompenser que des hommes. Parce qu'elles ne sont pas satisfaites du premier lauréat. Petit fun fact, la première femme à être lauréate du prix Goncourt, c'est en 1944, donc 42 ans après la création du prix. Et en fait, dans la continuité, il y a en 1926 la création du prix Renaudot. En fait, c'est quasiment une blague ce prix-là, parce que c'est un groupe de journalistes qui attendaient les délibérations du jury, ont décidé de faire leur propre remise de prix. Tu vois, ils ont fait ça entre eux, entre collègues, quoi. Et en fait, c'est devenu un truc, donc en fait, les deux, le Renaudot et le Goncourt, sont connectés tout le temps, quasiment. C'est pas forcément les mêmes lauréats, mais il y a une connexion indéniable entre les deux, parce que, en fait, le Renaudot découle du Goncourt. Et 4 ans plus tard, en 1930, il y a le prix L'Interallié qui a été créé. Et cette fois-ci, c'est en parallèle du prix Femina, parce que c'est des journalistes qui attendaient les délibérations du jury de Femina qui ont créé ce prix-là. Alors, tu vois, ça explose, ça pousse de partout comme des champignons, les prix littéraires. Et c'est, tu vois, le mélange de plein de trucs. Il y a l'obligation de l'école qui rentre en compte, la démocratisation de l'écriture, il y a la modification et l'amélioration des systèmes de production de bouquins, la baisse de coûts, etc. Donc en fait, on peut imprimer plus de livres plus rapidement et ils sont accessibles à plus de monde, donc plus de gens les lisent. Ce qui veut dire que la littérature, c'est en train de faire un carton plein. Et Mallarmé, le pote des Goncourt, a parlé en 1874 de la rentrée théâtrale. Parce que du coup, c'est la reprise des activités culturelles, des troupes qui ont cessé leur tournée pendant l'été, etc. En fait, elles reprennent en septembre, globalement. Et en fait, c'est en 1936, pas mal d'années plus tard, qu'un journaliste du Figaro a employé le terme rentrée littéraire pour la première fois. Donc ça fait, à vue de nez, comme ça, 80 piges. L'un s'alimentant de l'autre. Au fil du temps, les impressions du coup sont de plus en plus nombreuses à cause de tous les éléments dont je t'ai parlé. Du coup, la rentrée littéraire prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de bouquins. Et du coup, plus elle prend de l'ampleur, plus les gens s'y intéressent, plus ils lisent de livres, plus la rentrée littéraire prend de l'ampleur, et en fait ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est une surenchère culturelle. Ça a pris une telle ampleur que les maisons d'édition, du coup, ont commencé à adapter leur rythme de production en fonction des remises de prix. Vu qu'il y en a énormément à l'automne, entre en gros septembre et novembre, quoi, on va faire nos productions principalement soit début, soit milieu, soit fin d'été. C'est pour ça qu'il y a énormément de livres qui sortent en août. C'est pas pour rien, c'est pas parce que les gens sont à la plage, c'est lié. Mais du coup, c'est parce qu'il y a les concours quelques mois plus tard. Et en fait, la remise des prix est devenue tributaire des maisons d'édition, mais les maisons d'édition aussi, et le public surtout, parce qu'en fait, le lecteur, du coup, il est inondé de bouquins. Il y a plus de 500 nouveaux livres. Comment tu choisis ça ? En fait, il y a beaucoup de gens qui attendent la remise des prix pour savoir quels seront leurs achats. C'est un écosystème du coup d'intérêt qui s'est créé entre les maisons d'édition, les concours et le lecteur, c'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde. Et du coup, il y a tellement d'impressions que les jurys se focalisent principalement sur les nouveautés d'août à septembre. C'est pour ça que les maisons d'édition les impriment beaucoup à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a trop d'impressions. Et qu'il faut que les libraires les passent en revue, parce que du coup, ils les reçoivent bien avant la date de leur sortie. Même si c'est des manuscrits d'ébauche, etc., en fait, ils reçoivent tous les prix, tous les livres qui vont être soumis à impression pendant l'été, et ils les reçoivent bien avant. Parce que si ça t'intéresse, il faudra me le dire dans les commentaires sur Instagram ou sur YouTube. Je pourrais faire une vidéo sur ça, la façon dont les libraires gèrent la réception de tous leurs romans pour gérer les futurs concours. Parce que du coup, ils gèrent l'étalage, mais aussi les futurs concours. Ils sont acteurs de ça. Par contre, c'est pas sans inconvénient, parce que l'inconvénient de la rentrée littéraire et du coup du fait que le public attende, une grande majorité du public attendent les remises de prix pour pouvoir choisir leurs achats, ça veut dire que globalement le public son attention va être attirée sur à peu près 10% des bouquins, ce qui n'est pas beaucoup, parce que du coup c'est soit les lauréats, soit les finalistes, ceux qui passent les phases de sélection des différents prix, et on va mettre la lumière dessus. Les 90% qui restent, ils sont un peu à l'arrache. Il y en a beaucoup qui finissent dans les sous-étagères, la partie un peu sombre, pleine de toiles d'araignée, où du coup personne ne regarde. Ou alors ils finissent au pilon, ça marche aussi. Pour parer à ça, et pour les livres où ils ne sont pas sûrs, les maisons d'édition vont imprimer de petites quantités. Sachant que du coup avec l'amélioration des systèmes de production, ils sont encore plus performants qu'il y a 100 ans, plus qu'il y a 20 ans même, et en fait, si jamais le livre venait à se vendre énormément, ou plus qu'attendu, il pourrait très rapidement augmenter le rythme de production, et répondre à une demande non prévue. Et il peut arriver que certains livres qui n'ont pas été retenus dans les phases sélectives, mais qui ont quand même marqué leur attention, par l'originalité, par plein de choses, en fait, que ça soit quand même un tremplin, soit pour l'année d'après, pour les éditions prochaines, pour la valorisation d'un deuxième, voire d'un troisième roman. Donc la communication, c'est vraiment important, c'est vraiment indispensable pour la reconnaissance, la survie et l'excellence des bouquins. Et en fait, c'est le cas depuis tout le temps, parce que c'est la communication qui fait que les prix sont connus et reconnus par le public. À titre d'exemple, le prix Goncourt, si tu es lauréat,
ça te garantit en moyenne 300 000 exemplaires, ce qui est vraiment énorme. Le Renaudot, c'est environ 150 000 exemplaires, et le Femina, c'est 100 000. Et tout ça dépend de la communication. Ça a commencé par la presse écrite, qui a été relayée par la radio, puis par les émissions de télévision. Et maintenant, il y a Internet, il y a les blogs, il y a les bookstagrammeurs. Tout ça, en fait, c'est des médias qui permettent de relayer les sorties littéraires et les coups de cœur, les machins. Tu vois, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur sur toutes les plateformes. Donc, en gros, gagner un de ces prix littéraires, c'est quasiment l'équivalent d'avoir un succès commercial. Ça va quasiment de pair. Par contre, il y a des prix qui te donnent des thunes. Par exemple, il y a le Sino de Duca, dont la récompense, c'est 200 000 € pour le lauréat. C'est vraiment pas dégueu. Du coup, la rentrée littéraire et tout ce qui tourne autour, on aime, on n'aime pas, ça c'est selon chacun. Ça a des avantages et des inconvénients, faut dire. J'avoue que personnellement, je ne suis pas les résultats des différents prix, je m'en moque un peu, parce que c'est pas ça qui va être déterminant pour mon achat du livre. Enfin bon, ce que j'en dis, qu'est-ce que j'en sais moi. En tout cas, c'est devenu une stratégie commerciale dont les maisons d'édition s'alimentent pour doper leur nombre de ventes. Les écrivains, eux, tentent de remporter le prix pour contribuer à l'agrandissement de leur renommée. Les lecteurs, eux, s'y retrouvent parce qu'ils ont accès à énormément de livres et qu'il y a des professionnels de la littérature qui les conseillent. Alors c'est bien, c'est pas bien, ça c'est autre chose. Et dans la même dynamique, il y a un phénomène un peu plus confidentiel, c'est la rentrée littéraire de janvier. Alors c'est là, tout le monde s'en fout, peu de gens en parlent, mais en tout cas elle existe bien. Et elle se passe juste après les fêtes de Noël. Il y a une rentrée littéraire pour les bouquins qui vont sortir au printemps. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier son existence et l'importance de cette machine-là. Du coup, je pense que ça va durer encore longtemps. Et le principal, en fait, c'est que ça aide les acteurs et les participants aux différents métiers du livre à exister, à continuer d'avoir du taf, et à nous, lecteurs, de continuer à avoir des livres. Et ça, c'est vraiment pas dégueu, ça c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est le cas, pour pas louper les prochaines aussi. Si ça t'intéresse, tu peux aussi t'abonner sur mon compte Instagram, parce que je vais sûrement parler de ça et de plein d'autres éléments encore super cool. Moi, franchement, à ta place, je voudrais vraiment pas manquer ça. Voilà, de mon côté, j'ai plus qu'à souhaiter un bon week-end, une bonne lecture et une bonne écriture. Et à vendredi. Salut!